Ok, c'est bon. Bon. Désolé. Donc, j'ai besoin de pouvoir réducteur. Parce que c'est une enzyme réductase. Donc forcément, si c'est une enzyme réductase, j'ai besoin de pouvoir réducteur. Dans ce cas-là, on ne va pas utiliser le NADPH de manière directe. On va l'utiliser, mais de manière indirecte. Pourquoi? Parce que le pouvoir réducteur qui va être utilisé ici, c'est la ferrodoxine. Donc ici, j'ai 6 ferrodoxines qui sont à l'état réduit. S'ils sont réduits, c'est-à-dire qu'ils veulent donner des électrons, plus 8 H+. Tout ça, ça va donner du coup ce qu'on veut. Plus du coup, les 6, elles étaient réduites, donc 6 red oxy, plus 2 H+. Là, c'est là qu'on va consommer du NADPH de manière indirecte. Parce qu'il faut qu'on restaure le pouvoir réducteur. Il faut qu'on transforme les ferrodoxines qui sont oxydées en ferrodoxines réduites. Comment on va faire ça? Avec du NADPH. Le NADPH, c'est un pouvoir réducteur. C'est une enzyme qui est réduite. Sauf que on a le NADPH. Pour 6 ferrodoxines oxydées, j'ai consommation de 3 NADPH. Donc ici, j'ai une restauration de ce pouvoir réducteur. Et ça se fait par qui? Cette restauration. On connaît une enzyme qui travaille avec de la ferrodoxine et de l'NADPH dans la phase claire de la photosynthèse. C'est la FNR. C'est la ferrodoxine NADPH réductase. Dans le dernier complexe, donc dans le photosystème 1, on est là, comme ça. Il y a le complexe A, le B, ferrodoxine, FNR, NADP+, NADPH. D'accord. Sauf que là, elle ne va pas travailler dans le sens de la formation de l'NADPH. Parce que là, on est d'accord, on le consomme avec la ferrodoxine. Dans ce système-là, la ferrodoxine, elle sert à donner des électrons au NADPH. Et là, c'est l'inverse. Parce que c'est une enzyme qui peut travailler dans les deux sens. Et en fait, c'est juste que là, la FNR, quand on a besoin de restauration de ferrodoxine utilisée dans la réaction de la NIR, de la réductase, on va avoir cette enzyme qui va travailler à l'inverse. La ferrodoxine, pourquoi ici j'ai mis 3 NADPH et ici 6? Parce que le NADPH il donne combien d'électrons? Si j'ai NADPH et que à la fin j'ai NADP+, plus ça veut dire qu'il y a un électron en moins. Donc, lui, on est d'accord, il porte un électron, ce H. Donc, il y a un électron qui vient de là et un électron qui vient du P. C'est pour ça que c'est NADP+. Parce que si c'était un seul électron qui était donné, ce serait NADP. Tout le monde est d'accord avec ça? Ok. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin que de 3 NADPH pour restaurer 6 ferrodoxines oxydées. Bonjour. Parce que les NADPH, ils en donnent 2.
Et les ferrodoxines, elles acceptent un seul électron. Donc besoin uniquement de 3 pouvoirs réducteurs. Donc si vous voulez, ça fait NADPH plus 2 ferrodoxine oxy est égal à NADP plus 2 Fed réduite. Et en fait, là, vous avez compris que je peux mettre une double flèche parce que c'est la FNR qui fait ça. Et on a déjà vu que la FNR, elle travaille dans ce sens-là, dans la photosynthèse. Sauf que là, dans la réduction du nitrite, elle travaille dans l'autre sens. Donc voilà, c'est ça la réaction de la nitrate réductase qui nous permet d'obtenir enfin une forme qui est assimilable dans les acides aminés. Parce que les acides aminés, par définition, on a un groupe aminé. Et donc c'est sous cette forme-là qu'il va pouvoir être intégré. Donc les 8 H, pourquoi 8? Là, en fait, j'en ai 4 qui vont là. Parce que là, j'en ai pas. Là, j'en ai 4, donc j'en ai 4. Et là, j'ai H2O. Donc il m'en reste combien? Il m'en reste 4. Il m'en reste 4. Donc là, j'ai 2 H2O. Donc, dans une molécule d'eau, j'ai 2 H. Donc, 2 molécules d'eau, j'en ai 4. Vers la molécule d'eau. Ce O, il vient d'où? Il vient de là. Je sais que ce genre de détail, c'est peut-être pas le plus fun à apprendre, mais je trouve que juste écrire la réaction, c'est beaucoup plus dur d'apprendre des réactions comme ça et se dire, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, voilà la réaction de cette enzyme. Cette enzyme, elle a 2 domaines différents. On avait vu que la NR, elle avait 3 domaines différents. Et là, elle va avoir que 2 domaines différents. Elle va avoir en N terminal, c'est le domaine de première réduction, donc de la réduction de la ferrodoxine. Et le deuxième domaine, c'est le domaine catalytique où vraiment on va avoir le transfert d'électrons et de protons qui vont permettre au nitrite de devenir de l'ammonium. Et là, c'est à l'extrémité qu'on va avoir du coup NO2- qui devient NH4+. Donc voici la deuxième enzyme. On est à la deuxième réaction enzymatique de la fixation de l'azote. On avait vu déjà du coup la réduction du nitrate. Voilà donc la deuxième qui se fait dans le plast. Ça c'est important. Et du coup, maintenant on va voir une enzyme qui va être responsable de l'intégration du NH4 dans l'acide aminé. Et cette enzyme-là, on va l'appeler la GS pour glutamine synthétase. Glutamine, c'est un acide aminé, comme vous savez. Et on va détailler ça. Donc, à partir du moment où vous jetez de l'ammonium, le danger de toxicité, il est plus vraiment très important. Alors, au bout d'un moment, l'accumulation d'ammonium commence à être dangereuse, mais c'est pas si dangereux comme le nitrite. Donc cette enzyme, elle va être aidée par d'autres enzymes qui vont consommer le NH4+, quand il devient saturant. Mais on va la voir après. Donc si je commence par la GS,
glutamine qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre du glutamate plus du coup NH+, elle va nous faire de la glutamine. Ok, donc c'est la GS qui fait ça. La GS, pour faire ça, elle a besoin d'ATP. Et d'un autre côté, on a un peu sa copine, on va dire, parce qu'elles travaillent ensemble, qui est la GOGAT. GOGAT parce que c'est glutamate, alors c'est plus facile de dire glutamate synthétase, mais c'est glutamate, oxoglutarate, aminotransférase. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille, comme elles travaillent ensemble, elle va travailler avec le produit de la réaction enzymatique de la GS. Donc son substrat à la GOGAT va être le produit de la GS. Donc elle va faire glutamine plus alpha-cétoglutarate qui vient d'où ça? Pardon? J'ai entendu. Oui, du cycle de Krebs. C'est un intermédiaire du cycle de Krebs. Donc en fait, ces deux activités enzymatiques, elles sont liées. Parce qu'il y en a une enzyme du cycle de Krebs qui va produire de l'alpha-cétoglutarate et une deuxième qui va prendre en charge ce alpha-cétoglutarate pour le transformer. Sauf qu'il y a l'activité de la GOGAT qui va en voler, on va dire. Et donc, on sait que quand il y a des cycles qui se croisent, il y aura forcément un mécanisme de régulation qui va venir dire « Rends-moi mon alpha-cétoglutarate ». Et c'est une enzyme qu'on va voir plus tard. Mais gardez en tête que à chaque fois qu'il y a une molécule qui est importante dans un autre cycle que vous connaissez, je dis ça, j'ai besoin de ça pour un autre processus. Donc forcément, ça va se bagarrer un peu. L'équilibre chimique de la cellule va se faire avec des activités enzymatiques ou des contrôles allostériques sur les enzymes qui utilisent ces molécules qui sont importantes pour justement pouvoir équilibrer ces cycles. Si la GOGAT travaille à plein pot, il n'y a plus d'alpha-cétoglutarate, il n'y a plus de cycle de Krebs. S'il n'y a plus de cycle de Krebs, on crève. Donc c'est très important. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner 2 glutamates. Et pourquoi elles sont partenaires? Regardez le produit. Juste que je suis arrivée en retard, on fait quel chapitre? La fixation de l'azote. Oui. Ici, regardez le produit. Regardez le substrat là-bas. C'est pour ça qu'ils sont copines. Parce que lui, elle, son produit, c'est son substrat. Son produit et son substrat. Donc quand on pense à ça, on pense directement à un cycle. Donc c'est exactement ce qui se passe. En soi, si vous voulez vraiment... Ah oui, ça utilise le pouvoir réducteur. Donc c'est soit NADH, soit ferrodoxine. Du coup, pour que ce soit équivalent à la réduction d'une molécule de NADH, j'en ai besoin de 2 ferrodoxines. C'est ce qu'on avait discuté tout à l'heure, parce que la ferrodoxine, elle donne un seul électron. Donc 2 ferrodoxines. Forcément réduite. Hein. Voilà. Donc, hop, et après je les redessine pas parce que c'est NAD+, et ferrodoxine oxydée.
Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont travailler de manière couplée. C'est du coup le cycle GS-GOGAT que j'avais dessiné quand on avait fait la dernière fois. On avait dessiné la cellule, le nitrate qui rentre. Le nitrate rentre, il est réduit en nitrite. Le nitrite, il va dans le plast, il est réduit en NH4+. À partir de NH4+, j'avais fait une petite flèche dans le plast et j'avais mis GS-GOGAT. J'avais dit, ça voilà, juste écrivez GS-GOGAT. Et là, on va en parler après, donc c'est maintenant qu'on va en parler du coup. Oui. Est-ce que tu peux expliquer les GOGAT? Je vais faire maintenant la GOGAT. Voilà. Donc, GS, GOGAT. Ici, j'ai la GS. On avait dit qu'elle consomme de l'ATP. ATP. ATP plus P. Elle a besoin d'énergie. Et on avait dit qu'elle consommait du glutamate. Et que, quoi d'autre elle utilisait? Le NH4+. Lui, il vient d'être, du coup, il vient de l'activité de la nitrite réductase. Donc c'est là la porte d'entrée de l'azote dans le monde vivant. C'est cette étape-là. C'est ici que tout se fait. Ok. Et on avait dit qu'elle produisait de la glutamine. Donc ensuite, comme on avait dit, un cycle, ici on peut deviner qui va être là, c'est la GOGAT. Parce que ça se rejoint, donc là, ce qui est le produit, le substrat de la GS, va être du coup le produit de la GOGAT. Et ce qui est le produit de la GS, le substrat de la GOGAT. Donc je la place ici. On avait dit qu'elle utilisait de l'alpha-cétoglutarate et qu'elle produisait 2 glutamates. Donc il y a un glutamate qui va sortir. Et elle consomme quoi? Du pouvoir réducteur. NADH ou de Fed qui donne Na2+ ou de Fed. Donc, ce cycle, il tourne en fait pour assimiler le NH4+. Parce que il faut en fait une restauration du substrat de la GS. C'est pour ça que la GOGAT elle travaille. Parce qu'on se dit en soi, pourquoi elle est en train de choper de l'alpha-cétoglutarate, du cycle de Krebs, pour finalement refaire du glutamate qui était à la base quelque chose qui était déjà présent dans la cellule. Et bien en fait, c'est pour restaurer la quantité de glutamate que la GS a consommer en faisant sa réaction. Parce que s'il n'y a pas de glutamate, s'il n'y a pas assez de glutamate en tout cas, si les conditions de glutamate ne sont pas saturantes autour de la GS, elles n'intègrent plus du NH4+. Est-ce que c'est bon? Du coup, c'est bon, j'ai répondu à ta question? Oui, et aussi dans le diapo, Ouais. il y a un P dans la parenthèse P. Il y a quoi, pardon? Pour les NADH, il y a aussi un P. Oui, NADPH, c'est du pouvoir réducteur. Non, c'est dans les parenthèses.
Pardon? Ouais, Parle un peu plus fort. il y a un P, pourquoi c'est comme ça? Oui, NADPH, parce que en gros, c'est du pouvoir réducteur, donc tu peux avoir. Ils ont mis un P en parenthèse, parce que le pouvoir réducteur, il peut être soit sous la forme NADPH ou NADH. En gros, ces deux molécules-là, c'est du pouvoir réducteur, c'est-à-dire qu'elles peuvent donner des électrons. Que ce soit la forme P ou la forme juste D, les deux sont capables de donner 2 électrons. Parce que là, on a un H, là, on a un H, donc le premier électron est là. Et le deuxième électron, en fait, la seule différence, c'est que qui donne l'électron ici, c'est le D. Et là, qui donne l'électron, c'est le P. C'est ça la différence. Mais en gros, quand on dit pouvoir réducteur, généralement, c'est tout ce qui peut potentiellement donner des électrons. Il y a des enzymes qui sont spécifiques, qui vont prendre que du pouvoir réducteur, du NADPH ou que du NADP. Mais là, dans ce cas-là, c'est vrai que j'aurais pu écrire NADP. Voilà. C'est bon? Oui. Pas de problème. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Parfait. Donc ça, c'est bon. Le problème de assimilation, il est réglé. J'ai assimilé mon NH4+ dans une molécule organique, qui est donc le glutamate. Donc là, une molécule qui était à l'état minéral s'est intégrée dans un acide aminé, qui est une molécule, du coup, organique. Donc déjà, là, une de mes problématiques est réglée. Mais du coup, on a 2 autres choses. Le problème de « et si j'ai trop de NH4+, et l'autre problème, c'est « et si je consomme trop d'alpha-cétoglutamate ». Donc ces enzymes-là, comme elles consomment des choses qui sont importantes pour la cellule, on va avoir d'autres enzymes qui vont venir dire stop, ou sinon je régénère quelque chose qui a été consommé. Donc c'est le rôle de la GDH. DH, à tous les coups, si c'est le nom d'une enzyme, c'est déshydrogénase. Du coup, c'est la glutamate. Déshydrogénase. Qu'est-ce qu'elle fait, la glutamate déshydrogénase? Elle prend du glutamate plus NAD+. Donc déjà, si on voit ça, c'est bon signe parce qu'il y a aussi restauration du pouvoir réducteur. Et qu'est-ce qu'elle fait? Alpha-cétoglutamate plus NH4+, plus NADH. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai beaucoup de production de glutamate. D'accord, parce que pour un cycle keto, on a 2 molécules de glutamate qui sont produites. Une, ok, elle va être consommée par l'AGS à nouveau. Mais l'autre, en fait, il y a le problème de peut-être une accumulation de glutamate. Et si l'agrégate travaille beaucoup, on a production de trop de glutamate et consommation de trop d'alpha-cétoglutamate, molécule importante. Donc cette enzyme, en gros, on peut dire qu'elle est l'inverse. Alors, ça n'existe pas une enzyme qui est l'inverse de l'autre, hein, mais juste pour bien mémoriser, en gros, elle fait l'inverse de l'agrégate. Parce que elle consomme du glutamate, elle utilise du pouvoir réduit oxydé, et elle produit le substrat
de la gogate et du pouvoir réducteur. Donc en gros, de manière générale, elle nourrit le cycle. Parce que la GS, elle a besoin de ça, la gogate, elle a besoin de ça, le gogate, elle a besoin de ça. Et même, pas forcément la gogate, mais la cellule de manière générale pour le cycle de Krebs. Donc c'est une enzyme qui va venir fonctionner en fonction des équilibres de ces molécules-là qui vont être utilisées pour le cycle GS-gogate. Cette enzyme, elle va surtout marcher dans ce sens-là. Donc là, prioritaire. Sauf que parfois, on avait dit, il y a accumulation de NH4+. Donc, est-ce que je veux en produire plus? Non. Je veux en consommer. Et la GS, et ben en fait, comme j'avais dit au départ, c'est une enzyme qui ne peut pas travailler à plein pot tout le temps. Et donc, il n'y a pas que la GS qui peut dissiper le gradient de NH4+, on a aussi la GDH qui va fonctionner dans ce sens-là. Si excès voilà. Donc en fait, la GDH, elle est un peu en cycle avec elle-même. Je fais blanc. Parce que forcément, on avait dit il y a couplage de deux enzymes et généralement le couplage de deux enzymes, c'est quand le substrat de l'une et le produit de l'autre. Et dans une seule enzyme, forcément, le produit et le substrat quand l'activité est inversée. Donc en fait, elle est en cycle avec elle-même et ça dépend des concentrations de différentes choses qui sont dans la cellule. Donc là, je suis dans le cas de, si je produis du glutamate, je suis dans le cas de excès de NH4+. Voilà, exactement. Donc là, j'ai alpha-acétone. Et là, j'ai production de NH4+, ce qui peut être très bien. Hein. Si jamais on a un problème, de fixation de l'azote, la plante ne va pas mourir tout de suite. Elle peut elle-même trouver des sources de NH4+ dans leur propre cellule qui sont déjà intégrées dans des molécules organiques. Ça, c'est la fixation qui est dite secondaire. Parce qu'en gros, cet azote, il est déjà dans la plante. Il n'est pas venu du sol, puis nanana. Il provient de la désintégration du glutamate en alpha-cétoglutarate et NH4+. Et là, la GS, la GDH, qu'est-ce qu'elle fait? Elle consomme de NH4+. Et donc là, c'est la condition 2. Et là, c'est la condition 1. Et ça peut changer à tout moment, en fonction des concentrations des différentes choses. Ok, donc ça, il faut bien garder en tête que ça, c'est majoritaire quand même. C'est plus rare d'être en excès de NH4+, que généralement, la cellule, elle va dire, ok, donne-moi de NH4+, généralement. Donc c'est pour ça qu'elle est seulement si excès de NH4+. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va trop vite? Ils sont les mamans. Vous avez l'air de venir là?
à retenir, c'est plutôt si excès de NH4+, pour cette activité, mais aussi garder en tête que l'alpha-cétoglutamate est importante pour le cycle de greffe. Donc voilà l'activité des enzymes, très importante. Et après, on se dit, ok, j'ai produit de la glutamine, j'ai produit du glutamate. C'est cool, mais il n'y a pas que ça comme acide aminé en fait. Donc, il y a d'autres enzymes qui sont les aminotransférases. Et les aminotransférases, elles vont être responsables de former d'autres acides aminés à partir du glutamate. Parce que le glutamate qui était sorti du cycle, parce que là j'ai la gongate, et dans le cycle, j'avais mis un glutamate là, et un glutamate qui partait. Ce glutamate qui partait, soit il va faire ses propres fonctions de glutamate, soit il va, par les aminotransférases, être transformé en d'autres acides aminés. Je sais qu'en cours, il y a des exemples de noms d'aminotransférases, c'est pas grave. Juste, sachez que la cellule va être capable de produire d'autres acides aminés à partir des aminotransférases. Voilà. Après, on a une situation un peu particulière qui est la fixation de l'azote, du diazote directement. Et ça va être possible grâce aux bactéries. Parce que les bactéries, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'étais en train de faire le cycle biochimique de l'azote, j'avais dit, en fait, ces enzymes-là, elles sont capables de produire des acides aminés parce qu'elles ont une enzyme que nous, on n'a pas. Et cette enzyme, c'est la nitrogénase. Je pense que c'était un défaut de traduction dans le monde de la science parce que nitrogène, ça se dit comme ça, l'azote, c'est nitrogène dans toutes les langues, sauf en français. Du coup, je pense qu'en français, ils auraient pu dire azotase parce que, voilà, mais en gros, nitrogénase, ça fait référence à l'azote parce que c'est nitrogène, enfin, c'était censé s'appeler nitrogène, je pense. Donc, qu'est-ce qu'elles sont capables de faire, ces enzymes-là? Elles sont capables de prendre du diazote et le transformer directement en ammonium. Et c'est ça que les bactéries sont capables de faire. C'est pour ça qu'elles sont capables d'assimiler le diazote. Donc, comment la plante, elle va bénéficier de cette capacité de cette bactérie? En gros, elle va l'héberger, cette bactérie. Et cette bactérie, en contrepartie, elle va puiser du sucre de la plante. Donc, c'est ce qu'on appelle une symbiose. Parce que je donne, tu me donnes un truc en retour. Donc, en gros, elles vivent dans des petites excroissances dans la racine. Donc là, je dessine la bactérie. La bactérie, elle fait NH2, NH4+, à partir du diazote qui est directement dans le sol. On avait dit que le diazote atmosphérique, il existe dans le sol, il est infiltré dans le sol, et puis par les bactéries ou par les plantes, etc., il va changer sa forme en nitrite, en nitrate ou en ammonium directement par les bactéries. Donc ça, on est dans le sol. Et du coup, ce NH4+, il va être exporté, transformé en glutamine par
dans la plante? La GS. La GS, elle va faire ça. Donc ça, c'est la plante. Ça, c'est la bactérie. La bactérie, c'est que ça. Elle est limitée à ça. Et en fait, ça, c'est la plante. Donc ça, c'est l'enzyme directement de la plante. Donc cette glutamine, elle va, soit elle passe par les plaques, soit elle est directement métabolisée par des enzymes qui sont cytosoliques en amide ou uréide. Et ces molécules-là, elles vont être ensuite transformées en d'autres acides aminés. En gros, c'est des intermédiaires d'acides aminés et ce sont d'autres enzymes qui vont faire ça. Oui. C'est par quoi que le glutamine est transformé en amide? Pardon? C'est par quoi que le glutamine est transformé en amide? C'est pas à savoir. C'est pour ça que je l'ai fait. En fait, j'ai fait la double flèche juste parce que tu as des enzymes qui sont plastidiales. Et celles-là, du coup, c'est des enzymes qui sont cytosoliques. C'est pour ça qu'il y a la double flèche, parce qu'on a deux voies possibles pour la formation d'amide ou uréide. Et à partir de ces molécules-là, on va avoir la synthèse d'acides aminés. Donc ici, on a sauté quand même deux étapes enzymatiques. Niveau énergétique, c'est hyper bénéfique pour n'importe quel organisme. On sait que le max d'énergie qu'on ne consomme pas, en fait, c'est le plus intéressant possible. Donc comment cette interaction elle va se faire entre la plante et la bactérie? C'est pas comme ça, un jour, elle dit toi tu viens avec moi. Elle ne sait pas que la bactérie elle est capable de ça. Donc en fait, il y a toute une voie de signalisation cellulaire qui n'est forcément pas à prendre par cœur, parce qu'on n'est pas en cours de signalisation cellulaire. Mais en gros, avant que ça arrive, la plante, elle va émettre des signaux, qu'on va appeler les solliciteurs. La bactérie, elle va avoir des petits récepteurs là. Elle va dire ah, j'ai reçu un message. Et donc, comme toute voie de signalisation cellulaire, là il y a le chromosome bactérien, ça va être un facteur de transcription pour l'expression de quelque chose. Et là, la bactérie, en gros, elle va répondre. Grâce à ça, elle va pouvoir, grâce à cette transcription qui a été faite dans son matériel génétique, émettre les signaux à la plante. Et la plante, elle les reconnaît, ces signaux. Et là, ça active, là, cette fois c'est un noyau, parce que, voilà, cariote. Comme toute voie de signalisation cellulaire, ça active l'expression d'un gène, de quelque chose, ou de plusieurs gènes. Et c'est cette activation de gènes qui va engendrer la formation de ce bourgeon pour prendre les bactéries chez elles. Donc là, éliciteur. En gros, les gènes, on a déterminé ça, ces gènes-là de la bactérie, comme les gènes nodes pour nodosité. Voilà, donc c'est juste à comprendre qu'en gros, ça se fait pas aléatoirement. Il y a une voie de signalisation de la plante vers la bactérie, elle intègre ce signal, elle répond à la plante a dit ok, je te prends maintenant. Du coup, c'est une bactérie par excroissance. Une bactérie, j'ai pas compris. Tout à l'heure, c'était une Ah excroissance. non, parce que généralement, ce qui se passe, parce qu'une bactérie, le signal il est très faible. Donc en fait, généralement, déjà, une bactérie, ça n'existe pas dans la nature. Dans la nature, les bactéries, elles sont associées à un biophile. Donc c'est une population bactérienne. Et en gros, ce signal, il va faire ça, ça, ça. Et là, tu auras une voie massive de signalisation sur plein de récepteurs. Et là, on va activer la plante. Et là, pareil, c'est pas un seul noyau,
Parce qu'une seule cellule, elle peut exprimer la quantité de protéines qu'elle veut, ça ne va pas engendrer un changement morphologique dans la cellule. Donc c'est plusieurs maillots de plusieurs cellules qui vont venir former cette nodosité pour les prendre. Attends, je n'ai pas trop compris. C'est la cellule végétale qui envoie des signaux. Oui. Et du coup, les bactéries qui répondent. Oui, mais c'était juste. C'est bon? Ok. Donc voilà, c'est comme ça qu'elles vont prendre. Et du coup, les nodosités, elles vont être soit de croissance limitée, donc elles vont être plutôt rondes comme ça, soit de croissance illimitée. Et elles continuent. Dès qu'il y a un signal bactérien, elle continue. Et elle prend les bactéries avec elle. Donc, tu as des formes de nodosité qui sont plutôt comme ça, et des nodosités qui sont comme ça. Donc, du coup, sur ce que j'avais dit avant, sur l'intégration de l'azote primaire et secondaire, on va avoir l'assimilation. Alors, ça, je veux bien insister là-dessus parce qu'on a parlé beaucoup de fixation et d'assimilation du carbone dans la phase du carbone de la photosynthèse. Vas-y, la fixation, c'est pas la même chose que l'assimilation. Donc là, comment la plante va assimiler l'azote? Il y a deux manières. Donc, assimilation. De l'azote, elle peut se faire de manière primaire. Et en fait, la voie primaire, c'est l'azote qui vient du sol. Donc c'est tout le chemin. N2 transformé en nitrate, transformé en nitrite, les nitrites. Donc et on a l'assimilation qui est secondaire. Et du coup, c'est ce que j'avais commencé à expliquer avec l'activité de la GDH. C'est l'assimilation d'azote à partir de molécules déjà organisées. Donc, je vais mettre en gros recyclage. L'assimilation, c'est pas au moment où l'azote il est plus libre. Par contre, l'AGS, elle fait sa réaction. Pardon. Quand l'AGS, elle fait sa réaction, qu'elle utilise de NH4+. C'est là l'assimilation. Ok. L'assimilation, elle est là. Et ça, du coup, c'est l'assimilation. Oui, l'assimilation, elle se fait par une seule enzyme. Elle est faite uniquement par l'AGS. Ok. Sauf que d'où vient ce NH4+, Ok. assimilation primaire, cette assimilation elle vient d'une molécule d'azote qui est venue du sol. Et là, elle vient d'autres choses qui étaient dégradées. Par exemple, je ne sais pas, il y a dégradation d'acides aminés, on a libération de NH4+. On a, si on retourne là, dans le cours de la photosynthèse, le cycle de Tolbert, ou la photorespiration, ou le cycle C2, c'est le même nom pour le même cycle, 3 noms pour le même cycle. Quand je suis à l'étape glycine transformée en sérine, j'avais 2 glycines, j'ai la transformation de 2 glycines en une seule sérine. Sauf que les glycines, toutes les deux, elles ont un groupement amine. Sauf que la sérine, elle en a un seul. On a perte d'un NH4+. Ouais. Ce NH4+, par exemple, il peut être assimilé là. C'est par la GS. Donc, voilà. C'est ça le truc. En fait, ce qui change, c'est pas l'enzyme. Tu vois? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, avant, dans le cycle de GS et
Mhm. On a dit que le NH4, ouais, NH4+, Oui. il se fixe ou il s'assimile? Alors, il s'assimile. Il est assimilé. Du coup, on a fini avec le cours de la fixation de l'azote. Merci. Et du coup, on va passer au dernier cours, qui est le cours du devenir des assimilats. Du coup, avant de passer à l'autre cours, je ne sais pas si tout le monde était là, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés plus tard. Je compte finir le cours aujourd'hui, pour qu'on ait une séance de plus. Donc, c'est ce qu'on avait décidé ensemble, c'est de faire une séance de questions. Une séance de questions où on va réviser ensemble. Si vous voulez, on peut revoir des schémas, on peut revoir des cycles. Si vous avez des questions que vous avez lues en anal, que vous n'avez pas compris tout ça, donc je vous conseille de réviser avant de venir. Comme ça, on peut, enfin, voilà, c'est utile pour poser des questions. Et aussi pour les types de révision que j'avais dit, que j'avais demandé si ça vous intéressait, vous avez dit que oui. Et aussi sur d'autres questions que vous avez. Parce que du coup, je suis en L3, donc des questions sur les blocs, sur les matières, tout ça. Ou d'autres matières, par exemple, de cette année, que je ne suis pas tutrice. Je ne suis pas la bioche, tout ça. Vous pouvez me poser des questions. Pas par rapport au contenu, parce que, alors là, les enzymes de la bioche, je ne me rappelle plus. Mais voilà, des choses comme ça. D'un aspect, d'un point de vue pratique. Gorgée d'eau parce que De blablater sans arrêt, ça. Oui. La flèche que tu avais fait entre le diazote et le nitrate, c'était pour signifier quoi? C'est des bactéries qui font ça. Tu te rappelles, tu as le diazote, il est transformé par des bactéries oxydantes dans le sol qui les transforment en nitrate. Ok. En nitrite d'abord, c'est la nitrification. Et après, ce nitrite, il est transformé par d'autres bactéries en nitrate. Ok. Mais ça, c'est dans le cycle, tu vas retourner ton cours. tu vas- Et donc là, la plante elle peut le prendre, ou alors les bactéries qui sont directement en symbiose peuvent prendre le diazote. Exactement. La séance réseau, on la fait direct la semaine prochaine ou... Oui. Direct à la semaine prochaine. Parce qu'après, on a l'examen en blanc aussi à faire. Et du coup, la semaine d'après, c'est les partiels. Donc je ne serai pas trop dispo. Ok. Donc, on va commencer par faire une petite intro que j'aime bien, qui n'est pas dans le cours, mais c'est parce que je trouve que ça aide à comprendre ce qui se passe. Devenir des assimilats. Ok. On avait dit que la phase du carbone, ça produisait du G6P. Ok, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Le G6P, il va dans la sève, il va dans toutes les cellules, on l'utilise comme ça, on le laisse comme ça, et l'amidon. On avait dit que l'amidon, c'était formé de glucose. Mais voilà, là on va comprendre qu'est-ce que la plante fait à partir du moment où elle a cette molécule à cette disposition. Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que le glucose, c'est un univers de quelque chose qui peut être plus grand, du coup, et de transporter quelque chose de si petit dans la sève, ça marche pas très bien. Donc on va voir comment ça se passe. Donc, le devenir des assimilats. J'arrive plus à voir où est-ce qu'il est à la fin de l'assimilation du carbone, fin du cycle du carbone, il y a du G6P. La fin du cycle du carbone, c'est pas le cycle de Calvin avec du T3P. ouais. Du coup, on fait du REBP. Alors, on a le cycle.
Quelqu'un va faire un exode là. On en a 2, qui servent à la restauration de la 10 validité. là-haut. Avec les ouais, ouais. Donc, on a 10 qui vont là-bas. Et 2 là. Ça, c'est un triose phosphate. Donc, triose, c'est un sucre à 3 carbones. 3 carbones fois 2, 6 carbones. Qui a 6 carbones? Le glucose. On avait dit dans la partie formation de G6P qu'on avait G3P dihydroacétone phosphate qui était associé en fructose 1,6 bisphosphate. Le fructose 1,6 bisphosphate, il était déphosphorylé par une phosphatase, il devenait du fructose 6-phosphate. À partir de ça, comme le fructose est un isomère de fonction du glucose, on avait formation de G6. C'est bon, tu te rappelles? Non. Non? Moi je croyais qu'on faisait le. Qu'avec cette chaîne-là, on refaisait que des REBP, donc on faisait des P. Pentose, je sais plus combien de phosphate. Alors, on en a 10 qui sont dédiés à l'alimentation du cycle. Mais tu es d'accord avec moi que si toutes les molécules de G3P qu'on a produites, elles étaient destinées à refaire du REBP, c'est un cycle qui tourne pour rien. Si tout ce qui est produit est consommé, ben en fait ça sert à rien. Genre t'es là, je produis, je consomme, je produis, je consomme, je produis, je consomme. Parce qu'à la fin j'en ai 12. Parce que en fait, le bilan de carbone... Ok, c'était les 10. En fait, dont je parlais, c'était les 10 qui remontent. Et là, c'est les 2 qui restent, qui font du GCP. Qui font du GCP. En fait, ceux-là, ils font un cycle complètement différent. Ça n'a rien à voir avec ça. Je sais pas si tu te rappelles, pour faire la restauration, on avait pris tout le tableau. Et à la fin, on formait des pentoses. Et à partir de ces pentoses, avec une molécule d'ATP, on les phosphorylait pour former du RBP parce qu'il est phosphorylé de fois d'animal. Parce que ici, ça ne peut pas tourner. Parce que j'étais là, quand on avait fait ce cours, on avait bien compté les carbones à chaque fois. J'étais là, on compte les carbones, on compte les carbones. Là, ça ne peut pas tourner parce que j'ai du CO2 qui rentre ici. Donc le nombre de carbone augmente à chaque fois. Donc ça ne peut pas tourner. Il faut que ça sorte. Si là, j'ai du carbone qui rentre, il faut que j'ai du carbone qui sorte en bas. Parce que sinon, ça ne peut pas tourner. Voilà, donc ça vient de là. Et ça se fait dans le cytosol. Le glucose, il est où? Où est-ce qu'il est produit? Bon, on va faire un coup. Je suis dans mon petit plast et j'ai produit mon triose phosphate. J'avais dit que je n'allais pas appeler le triose phosphate G3P parce que c'est une manière plus globale de parler, parce que le triose phosphate, ça peut être aussi dihydroacétone, enfin voilà. Donc, triose phosphate, qui vient d'où? Du cycle de carbone. Il nous donne du triose phosphate. Ce triose phosphate, alors je sais que ça va vous perturber, mais n'oubliez pas, on va tout détailler. Ça va donner du glucose en phosphate. Ça ne veut pas dire le nombre de phosphorylation, c'est la position de la phosphorylation de la molécule. Comme le G6P, il est phosphorylé une fois, mais sur le carbone 6. Ok, donc là j'ai du G1P. C'est le G1P qui va être utilisé pour former de l'amidon. Là, je suis dans le plast. L'amidon, il est stocké dans les plastes. Quand on étudie la structure d'un plast, à chaque fois, on voit des petits grains d'amidon. Et même, on a des plastes qui sont dédiés uniquement au stockage d'amidon, les amyloplastes. Donc là, on va avoir une réserve d'amidon dans le plast. Sauf que le métabolisme de la cellule, la formation d'autres types de sucres, etc., ça va se faire dans le cytosol. Donc là,
j'ai mon enveloppe plastidiale. Et ce transporteur, il va amener le triose phosphate à l'extérieur. Et c'est un antipore avec du phosphore inorganique. Ce triose phosphate, il peut aller directement dans la glycolyse. Pourquoi il peut aller directement dans la glycolyse? On a une petite étape. C'est l'aldolase. Pour refaire les deux. Exactement. En gros, c'est cette étape-là de l'aldolase. Mais à l'envers. Et là, une fois qu'on a produit ça, on peut continuer la glycolyse. Parce que c'est dans ce sens-là. Donc le triose phosphate, il peut directement intégrer la glycolyse. La glycolyse, elle n'est pas forcément... Dès que j'ai un élément intermédiaire, l'enzyme, elle peut l'utiliser. Donc ça peut directement intégrer la glycolyse. Et la glycolyse, elle sert à quoi? À alimenter le cycle de Krebs. Mais elle peut aussi, du coup, donc ça, en fait, c'est les besoins énergétiques. Du propre mésophile qui a produit le triose phosphate. Parce que, ok, il a produit du triose phosphate, il a produit du sucre, mais lui, cette plante, enfin cette cellule, elle a des besoins énergétiques. Donc elle va consommer, elle va utiliser ce sucre qu'elle vient de produire pour la glycolyse, pour le cycle de Krebs. Ok, sauf que les autres cellules de la plante, qui ne sont pas photosynthétiques, elles n'ont pas ça. Donc, ce triose phosphate, cette deuxième voie, en fait, elle va être destinée à l'alimentation des autres cellules qui ne sont pas photosynthétiques. Et donc, pour ce faire, on va transformer du GMP en saccharose. Une fois que j'ai du saccharose, je peux l'exporter vers les tissus qui sont appelés puits. Ça, c'est un tissu source, parce que c'est une source de sucre. Et le tissu puits, il doit puiser du sucre, parce qu'il n'en produit pas. Et donc, une cellule qui est puits, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire que ça, que la partie du bas. C'est ça qu'un tissu, tout de suite. Parce qu'il n'a pas ça. J'aime pas ta tête. T'as pas compris. Et si du coup le saccharose il va vers les tissus cuits, comment le triose phosphate il peut être dans les tissus cuits du coup? Parce que il va être métabolisé pour être utilisé. La glycolyse, de toute façon, le saccharose, il est formé de glucose et de fructose. Ouais. Une fois arrivé dans les tissus cuits, ce saccharose, il va être métabolisé. Donc il peut être transformé, encore une fois, il peut être dissocié en glucose et en fructose. À partir de glucose et de fructose, vous connaissez le cycle, glycolyse. Et ça va redevenir du triose phosphate à l'étape 5 de la glycolyse. Mais bon, 6, étape 6, un peu plus. Voilà. Mais bon, c'est juste pour dire que en gros, les cellules de puits, elles ne produisent pas du sucre par elles-mêmes. Elles doivent recevoir du sucre d'une source extérieure. Et après, elles ont toutes les enzymes pour le métaboliser. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre a une question par rapport à ça? Donc maintenant, on va détailler cette partie. Comment triose phosphate devient amidon?
comment 13-phosphate devient saccharose. Je vais garder mon enveloppe plastifiante parce que vous avez compris que j'ai besoin du compartiment parce que j'ai le saccharose qui est produit dans le cytoplasme et l'amidon qui est produit dans les plasmes. Du coup, en répondant à ma question que j'avais posée avant, le glucose, le G6P et le G1P, ça va être produit dans les deux compartiments, donc dans le plasme et dans le cytoplasme, en fonction des besoins. Si je veux stocker du sucre, je fais de l'amidon. Et si je veux exporter du sucre, mais je produis du saccharose. Donc, là, je vais écrire ça. J'ai du coup du T3P. Donc, j'ai 3P et dit acétone phosphate. Et ce T3P, comme on l'a montré là, en gros, c'est ce que j'avais déjà expliqué là-bas. Fructose 1,6 phosphate, puis après fructose 6 phosphate, puis après glucose 6 phosphate. Ensuite, on a le G1P qui est formé à partir du G6P. En gros, la seule chose, la réaction enzymatique qui se fait là, c'est un déplacement de la phosphorylation. Donc, ça, est-ce que c'est à prendre? Oui. Mais ça, théoriquement, vous le connaissez déjà par rapport au cycle du carbone. Donc, c'est déjà pas grand-chose à apprendre. Ensuite, à partir du G1P, je vais former de l'ADP glucose. Comment je vais former de l'ADP glucose? J'ai un ATP. Et ici, j'ai libération de PPI. Pourquoi PPI? Je chante avec ça, à chaque fois je me dis d'où vient chaque fois. Parce que j'ai déjà phosphorylé une fois le GMP. Et l'autre? Et là, celui de l'ATP qui devient de l'ADP. Exactement. On passe d'ATP à ADP, on a perdu un phosphate. C'est pour ça qu'ici il y a PPI. Donc en fait, cet ATP, il n'est pas parti. C'est pour ça qu'on n'écrit pas ADP plus PI parce qu'il est toujours là. Il est ici. Et maintenant, il est associé au glucose. C'est devenu une seule molécule. Et ça se fait par une enzyme appelée l'ADP glucose pyrophosphorylase. À partir de ça, l'ADP glucose, il va pouvoir être intégré soit dans l'amylose, soit en amylose, soit en amylopectine. Et là, on a une enzyme branchante qui va former de l'amidon. Oh, putain. Donc voilà, l'amidon est fait d'amylose plus d'amylopectine. Et l'amylose et l'amylopectine vont être associées, vont être branchées entre elles dans un polymère d'amidon.
Ça se fait dans quel compartiment là? Plast. Et ça utilise la voie de la néoglucogénèse du coup pour remonter? Ça utilise la voie de la néoglucogénèse ou c'est une voie qui est propre et qui est C'est une voie que- propre. Ok. Parce que là, on n'est pas en train Mais- de. Non, vas-y, dis. Non, On est pas parce en train que de- là, on n'est pas en train de former du glucose. Parce que néoglucogénèse, ça sous-entend que le produit final, c'est du glucose. Oui. Là, le produit final, c'est pas du glucose. C'est ça, là. Ça, c'est une autre idée. Là, le produit final, oui, c'est du glucose. Ça ne nous intéresse pas. Dans le plat, ça ne nous intéresse pas. Mais on n'emprunte pas pour autant la même voie que si on faisait de la néoglucogénèse ou au niveau du G6P, on séparerait celle du coup pour stocker des sucres et celle pour faire du glucose. Est-ce que tu peux métaboliser le glucose dans un plat? Et du coup, c'est pour ça que je demandais où c'était. Ouais. Tu peux pas métaboliser du glucose dans un plat. Ok. Donc, enveloppe plastidiale. On passe de l'autre côté. Maintenant, on va s'intéresser du coup à la formation de saccharose. Là, c'est exactement la même chose que là. C'est exactement pareil. Donc, je vous redessine pas. On va gagner un peu de temps. Donc, j'ai du G6P. Hop. On a les voies là qui se produisent identiques. Là, j'ai du G6P. Ok. Et là, au milieu, avant, j'ai le F6P. Donc là, encore une fois, je vais avoir la transformation de G6P en GAP. Et le GAP, ici, je ne vais pas utiliser de l'ATP, je vais utiliser de l'UTP. Et c'est à peu près le même schéma que là-bas. On va avoir du coup de l'UDP glucose. À partir de l'UDP glucose, qu'est-ce qu'on peut faire? On avait dit le saccharose, elle est formée de quoi? De fructose et de glucose. Donc le fructose, on le prend ici. Il y en a quelques-uns qui vont être transformés en glucose. Et il y en a quelques-uns qui vont rester sous la forme de glucose pour pouvoir être intégrés dans une molécule de saccharose. Et là, le glucose, pour être intégré dans une molécule de saccharose, qu'est-ce qui va se passer? Cette molécule-là, elle va perdre son UDP et se brancher avec le fructose. J'ai un UDP glucose. UDP glucose. J'ai un fructose là. Je veux former du saccharose. Mon UDP, je ne le veux pas. Dans un fructose, il n'y a pas d'UDP. Donc le saccharose il vient, le fructose il vient, il dit, toi tu dégages. Il se lie au glucose. C'est ça qui veut dire cette petite flèche. C'est l'association fructose-glucose pour former du saccharose. Est-ce que c'est bon? Une fois que vous avez compris un des deux côtés, bon déjà, ça, je pense que vous connaissez par cœur de par la matière bioche, de l'autre chapitre de la phase du carbone de la photosynthèse, et encore une fois, en haut. Donc, ce qu'il y a à apprendre, c'est la partie du haut, mais une fois que vous avez appris un côté, en gros, c'est exactement la même chose, sauf que au lieu d'ATP, c'est UTP. Oui. J'ai pas compris où ça se passe. Cytosol. Ok. Parce que là, j'ai enveloppe plastidiale. Là, je suis dans le place, là, enveloppe plastidiale. À partir du moment où je passe l'enveloppe plastidiale, je suis forcément dans le cytosol.
Et ça se fait par l'UDPG pyrophosphorylase. Là, c'est ADPG pyrophosphorylase. Là, c'est UDPG pyrophosphorylase. Je m'épargne la peine d'écrire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Tout est compris, tout est noté clair. Oui. Oui, je n'ai pas compris la règle de ça, ce que vous avez expliqué. Ok. En gros, pour cette étape-là, j'ai une molécule. J'ai un petit glucose là. Il est associé à un UDP. Sauf que le fructose, il n'est pas encore intégré. Donc le fructose, il est là. Et on sait que le saccharose, en fait, à la fin, ce qu'on veut, c'est du glucose qui est branché à du fructose. Donc en fait, ce qui se passe dans cette flèche, c'est que ce fructose, il prend la place de l'UDP. Et donc là, je le mets ici, à la place de l'UDP. Donc là, j'ai l'UDP qui part. Donc là, j'ai l'UDP qui part parce que j'ai le fructose qui s'est associé au glucose pour former du saccharose. Et donc là, on a une molécule de saccharose. C'est bon? Oui. Je comprends rien. Pourquoi on fait du saccharose? On fait du saccharose parce que le sucre qui a été produit dans une cellule de mésophile, donc qui est photosynthétique, va servir à l'export des sucres vers les autres sources. Et le saccharose, c'est une molécule essentielle dans ce transfert de sucre parce que la... oui. C'est bon, je comprends. C'est bon, t'as compris? Et en fait, c'est essentiel dans la prochaine étape, en fait, qui va être le puisement de sucre, parce que les organes puits, ils vont utiliser quelque chose qu'on appelle la force de puits, qui va être cette capacité d'attraper le saccharose et l'attirer vers les cellules. Donc c'est ce qu'on va décrire là. En fait, cette partie, elle n'est pas, dans l'ordre, dans le cours. Mais moi, je vais faire dans cet ordre-là parce qu'on vient d'expliquer comment se forme le saccharose. Et donc, le plus logique, c'est de suivre, ok, où va le saccharose. Parce qu'après, dans le cours, on va parler de rendement de photosynthèse, nanana, et puis on revient sur source puits. Donc, je trouve qu'il y a plus de sens de faire comme ça. Ok. Donc le saccharose, du coup, on le dit, il va servir à alimenter les autres cellules. Et du coup, avant de passer au saccharose, parce que le saccharose, ça va être un peu plus compliqué, parce qu'on va voir comment il va rentrer dans le phloème et comment il va sortir du phloème pour rentrer dans les autres cellules. On va d'abord parler de l'amidon. Comment l'amidon, il est consommé en cas de besoin. Parce qu'en soi, la cellule, elle produit son énergie à partir de la phase claire de la photosynthèse, mais la nuit, elle a besoin de se nourrir d'une telle manière. Donc, elle va consommer de l'amidon. Ou sinon, dans une période où il y a moins de lumière, elle va aussi consommer de l'amidon. Donc, comment elle fait? Là, j'ai de l'amidon. Si j'ai de l'amidon, là, je suis dans quel compartiment, du coup? Dans le plasme.
l'amidon, on avait dit que c'était amylose, amylopectine, qui étaient assemblées par des enzymes branchantes. Là, je veux débrancher, donc c'est des enzymes débranchantes. Voilà, parfait. Enzymes débranchantes. Pour former du maltose. Ne me demandez pas comment l'amylopectine devient du maltose, je ne sais pas. Ça devient du maltose. Ce maltose, enveloppe plastidiale. Mais bon, ose, on sait, là les cours de bioche de L1, on sait que le maltose c'est un des sucres à carbone. Il y a forcément une enzyme qui est capable de prendre le glucose et de le convertir en maltose, puisque c'est un sucre à carbone. Forcément une isomérase. Mais bon, là une flèche enzyme débranchante, c'est bon. Maltose. Voilà. Enveloppe plastidiale. J'ai passé l'enveloppe plastidiale, je suis où? On est où là? Voilà. Monsieur compartiment. On est dans le cytosol. Donc le maltose, il est là. Bon, il peut être transformé en GAP. Est-ce que ça, en vrai, je ne vais pas le détailler, c'est pas à prendre, mais enfin les étapes. Mais si on connaît bien nos cours de glucides de L1, c'est assez logique que le maltose, il peut être au bout d'un moment transformé en G6P ou en F6P par une isomérase ou autre, parce qu'en fait c'est un truc. Et donc en fait, s'il peut être transformé en G6P, il peut être transformé en GAP. Donc voilà, donc c'est une flèche qui résume tout ça, mais en gros, le maltose, il va pouvoir être transformé en GAP. À partir de GAP, on avait dit UDP glucose. UDP glucose plus F6P, ça donne quoi? Saccharose. Et là, il peut être renvoyé dans les autres cellules. Ou bien, à partir du maltose, utiliser le maltose pour les propres besoins énergétiques de cette cellule qui était en train de stocker l'amidon. Donc en fait, pour une cellule photosynthétique, l'utilisation de sucre elle va toujours être découpée en mes besoins énergétiques. Une fois que j'en ai assez, je dis j'en ai produit en trop, donc j'en envoie aux autres. C'est bon? Tout le monde a compris? Okay. Donc maintenant on va parler du saccharose. Enfin, qu'est-ce qui se passe avec le saccharose? Donc du coup, comme il y a un saut dans le cours, je saute dans le temps. 2 pages après. Donc, les sources, les organes sources vont être donc, les cellules photosynthétiques, donc les feuilles. Et les puits, ça va être tout le reste. Donc les racines, les tiges, les fruits, tout ça, et les jeunes feuilles. Parce que les jeunes feuilles, elles ne sont pas capables de produire autant de sucre. Donc avant de pouvoir produire la quantité de sucre qu'elles ont besoin pour assurer leur métabolisme, les jeunes feuilles vont être considérées comme un organe, puis quand même. Même si les feuilles sont des organes photosynthétiques à la base. Okay. Donc, on va avoir 2 stratégies pour charger le phloème en saccharose. C'est le chargement du phloème. Donc, première stratégie,
la première stratégie, elle va reposer sur une diffusion passive. Qui dit diffusion dit mécanisme de transport passif. Donc, qu'est-ce que la plante elle va faire? La cellule du mésophile, là, ça c'est une cellule du mésophile, elle a produit du saccharose. Okay. Et là, j'ai une cellule compagne. Tout le monde voit ce que c'est une cellule compagne ou pas? Une cellule compagne, quand on étudie dans le cours d'anat, en gros, un tube criblé, donc une cellule du phloème, est toujours associée à une cellule vivante qui est la cellule compagne. Parce qu'elle est morte. Et donc elle produit plein de choses pour maintenir cette cellule avec tout ce qu'elle a besoin, etc. Donc ça, c'est la cellule compagne. Donc là, j'ai la cellule compagne. On avait dit que cette première stratégie, elle était basée sur de la diffusion passive. La diffusion passive, elle repose sur quelle force? Parce que tout transport a besoin d'une force, qu'elle soit passive. Le gradient de concentration. À votre avis, où est-ce que j'ai plus de saccharose? Dans une cellule du mésophile? Dans une cellule compagne? Du mésophile, c'est elle qui produit le sucre. Donc là, ça va se faire assez tranquillement. À partir de maintenant, je vais mettre S pour saccharose parce que sinon c'est un peu chiant. Ok. Sauf que si ce transport, il se fait tout le temps, qu'est-ce qui va se passer? Ma concentration en saccharose, elle va augmenter. Et du coup, au bout d'un moment, ça s'arrête. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je puisse continuer de puiser du saccharose de la cellule du mésophile? Il faut que je consomme ce gradient. Comment je vais le consommer? Je vais l'associer avec du galactose. Et ça donne du raffinose. Le raffinose, je vais l'associer avec une autre molécule de galactose. Pareil, parce que il faut que je consomme le gradient de raffinose. Parce que sinon, cette réaction, elle se fait plus. À partir du moment où j'ai trop de produits de quelque chose, la réaction enzymatique, elle se fait plus non plus. Donc, il faut que je reconsomme ce gradient de raffinose. Je l'associe avec une autre molécule de galactose. Et ça donne une molécule de stachyose. Et là, vous allez me dire que le stachyose, il est plus concentré dans une cellule compagne que dans une cellule du mésophile. Et donc ce stachyose, il va repartir. Sauf que ça, c'est quoi? C'est quoi ça, cette ouverture? Cours d'anat. Qu'est-ce qui relie deux cellules de manière? En plasmodèse. En plasmodèse, ça a un diamètre limité. Le stachyose, c'est énorme par rapport à un plasmodèse. Ça passe pas. Même si le stachyose il est plus concentré dans la cellule compagne que dans la cellule du mésophile, le stachyose il est trop grand pour revenir en arrière. Ok. Donc là, c'est la cellule compagne. Mais mon but, c'est pas de charger ma cellule compagne. C'est de faire quoi? De charger le phloème. Alors, entre la cellule compagne et le tube criblé, c'est pas forcément des plasmodèses. On a vraiment des gros pores entre les deux. On a des pores, alors dans le tube criblé, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est beaucoup plus large qu'en plasmodèse. Donc le stachyose, il passe. Donc, je passe ici dans le tube criblé.
mon phloème, il est chargé en sucre. Mais vous allez me dire, quoi là, niveau gradient, si je envoie le stachyose, au bout d'un moment, le stachyose sera plus concentré ici ou pas? Ce serait l'équilibre. Il sera plus concentré ou pas? Ce serait l'équilibre, non? Non. Ce ne sera jamais à l'équilibre. Parce que dans le tube criblé, c'est une circulation. La sève élaborée, elle circule. Aucun gradient se cumule là. Parce que ça circule. J'ai une molécule de stachyose qui arrive là, elle repart aussitôt. Ça arrive, ça repart. Ça arrive, ça repart. Et donc ce gradient de stachyose qui serait cumulé à la base ici, en fait il est consommé pas par une transformation chimique, mais par un mouvement physique de ce stachyose vers les autres organes. Donc ça, c'est la première stratégie qui repose sur les gradients. Est-ce que vous avez des questions ou on passe à la prochaine stratégie? Okay. On passe à la deuxième stratégie. Et ça, en fait, ça va dépendre des plantes, hein, les différentes stratégies. Oh, pourquoi j'ai... Donc la deuxième stratégie. Donc, la première stratégie, elle utilisait la voie sans plastique, d'accord? Ça passe par les cellules, c'est la voie sans plastique. Et là, ça va être la voie apoplastique. Donc, j'ai le saccharose qui va aller dans la paroi. Le saccharose va être exporté à l'extérieur de la cellule vers la paroi par un transporteur spécifique de saccharose à partir de la cellule du mésophile. Une fois dans la paroi, il pourra être transporté dans le tube criblé par un autre transporteur. Et en fait, c'est un sans port avec un proton. Et ça, petit détail, mais la paroi, c'est quelque chose d'acide. C'est dans le cours qui décrit la paroi de ça. En fait, la paroi, c'est acide. Donc, niveau proton, il n'y a pas de problème. Elle en a plein. Donc, il n'y a pas de souci niveau quantité de protons. Donc, c'est un système assez efficace pour l'envoyer vers la cellule compagne. Et là, à partir du moment que je suis dans la cellule compagne, juste à côté, je vais avoir du coup le tube criblé. Et là, les cytoplasmes de ces deux cellules sont très communicants. Et là, par gradient de concentration, comme j'ai beaucoup de saccharose qui arrive, le saccharose va être cumulé dans la cellule compagne et va aller dans le tube criblé. C'est bon, le phloème est chargé. Donc ça, c'est la deuxième stratégie possible pour le chargement du phloème. Donc, il y a consommation. Dans l'autre, il y a des avantages et des inconvénients parce que tu dois transformer le saccharose avec galactose, raffinose, plus galactose, plus stachyose, mais tu n'as pas besoin de transport actif. Alors que là, tu as des transports actifs. Mais là, saccharose, quoi. Si du saccharose, le saccharose, ça repart. Parce qu'après, le stachyose, c'est pas métabolisable, donc forcément, il va falloir recasser le stachyose, etc. Donc les deux stratégies existent et les deux sont utilisées. Et du coup, on a chargé le phloème et maintenant, oui. J'ai pas compris la différence des deux tubes criblés là. Comment ça, les Pourquoi lui, il est. Enfin, du coup, la sève, elle va dans quel sens là? la sève élaborée, elle va généralement vers le bas. Non, mais c'est juste que j'ai représenté de manière différente. Okay. Mais en fait, genre, là, t'as le phloème. Généralement, la sève élaborée, elle va vers le bas, surtout, parce que du coup, t'as les feuilles, et du coup, t'as le chargement du phloème. Et là, en fait, ce que j'ai dessiné
c'est une cellule qui était là. Et du coup, elle a chargé là. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est vrai que du coup, c'est pas très intuitif, mais c'est comme si j'avais dessiné cette plante comme ça. Ouais. Ok. Parce que je voulais représenter la cellule compagne plus grande pour pouvoir faire les réactions statueuses. Voilà. Mais oui, le tube du phloème, c'est le même. Il n'y a pas de différence, c'est le même tube. Donc, maintenant, on a chargé le phloème. Le boulot des cellules du mésophile, il est fait. Parce que le boulot du mésophile, c'est ça. C'est de donner du sucre au phloème. Et maintenant, qui va faire le boulot sont les cellules des organes, puis sont elles maintenant qui doivent trouver une manière d'emporter du saccharose. Donc là, c'est déchargement du phloème. Et comme j'avais dit, le déchargement du phloème, il repose sur quelque chose qu'on appelle la force de puits. Et ça, c'est en nom important, je vais prendre vous. La force de puits, c'est la capacité d'un organe puits à dissiper le gradient de saccharose. La force de puits, la capacité d'un organe puits à dissiper le gradient de saccharose. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Les organes puits, ils vont devoir consommer leur gradient de saccharose pour pouvoir puiser en max possible. Parce que si on part du point de vue de la concentration, il faut que je garde ce gradient faible pour pouvoir en recevoir tout le temps. Donc, comme pour le premier cas, comme pour le chargement du phloème, il y avait deux stratégies. Là aussi, on a deux stratégies différentes. Donc, la première stratégie, là, c'est le phloème. Et là, c'est la cellule puits. Donc, comment elle fait? La première stratégie, elle va être un peu semblable à la première stratégie qu'on avait vue pour le chargement du phloème. En gros, par les plasmodèles, on va avoir le saccharose qui va venir là, par gradient de concentration. Parce que du coup, là, on est d'accord que le gradient, la concentration en saccharose, elle est plus importante du coup dans le phloème. Ok, le saccharose il rentre. Sauf que du coup, si j'en accumule trop, le saccharose il ne va pas rentrer. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, si je vous dis que ça c'est un tonoplaste, c'est quoi ça? Vacuole. Donc là, j'ai un transporteur qui va amener un saccharose dans la vacuole. Et en contrepartie, il va faire sortir un proton. Encore une fois, vacuole, c'est un compartiment acide. Donc niveau proton à disponibilité, il n'y a pas de problème. Donc ce transporteur va fonctionner très bien. Parce que la vacuole, elle a beaucoup de protons. Donc le saccharose, il rentre. Dans la vacuole, on a une enzyme qui s'appelle l'invertase. A pour invertase, acide. Parce qu'on est dans la vacuole, elle est acide. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire, l'invertase? Elle inverse le saccharose. On va avoir du glucose et du fructose dans la vacuole. Et après, par un autre transporteur, mais cette fois c'est un sans port du coup, j'ai le glucose et le fructose qui sortent
avec un proton. Et à partir de ce moment-là, j'ai consommé mon gradient de saccharose. J'ai du glucose et du fructose. Et donc, en fait, ça qui était entré à la base, ça fait plus partie du gradient. Et donc, je peux continuer comme ça. Et je fais rentrer du saccharose. Quand j'en ai besoin, j'en fais rentrer. Donc, c'est comme ça. C'est cette stratégie qui va être utilisée. Donc, ça, c'est stratégie 1. Et l'autre stratégie, ça va être quoi? Là, du coup, j'ai la paroi. J'ai la paroi du tube. Et là, j'ai la paroi de la cellule qui a besoin de saccharose. Donc là, le saccharose il est là. Et du coup, ça c'est voie symplastique. Là, on va passer par une voie apoplastique. Donc il y a deux manières de faire. Donc soit le saccharose, il rentre dans la paroi par un transporteur spécifique. Alors c'est un transporteur spécifique saccharose, va dans la paroi et ressort là par un support proton. Soit le saccharose va être là et on a une invertase P pour pariétale parce qu'elle est au milieu des parois là. Et elle va transformer le saccharose en fructose plus glucose. Et là, pareil, il y a le même système de transport avec un proton. Donc là, pas de souci. Le gradient saccharose, il n'est pas là. Mais là, par contre, j'ai un gradient saccharose. Donc il va falloir le consommer. Et comment je le consomme? Soit par l'invertase N, qui fait du coup fructose plus glucose, soit par la suivi qui va donner de l'UDP glucose et du fructose. C'est sucrose synthétase. Synthase ou synthétase? Synthase. Là, on reconnaît là ce qui se passe, non? Ouais. On la reconnaît. En fait, c'est elle qui agit. Dans l'étape qu'on avait vu. C'est elle qui fait ça. Et en fait, sucrose, c'est pour saccharose, parce qu'en anglais, saccharose, c'est sucrose. En fait. Et elle s'appelle sucrose synthase, mais là, tu me dis, oui, mais là, tu es en train d'aller vers la synthèse de glucose et fructose. Mais en fait, elle fait les deux. C'est pour ça qu'elle est nommée par son action de synthèse de, du coup, saccharose, sucrose, en fait. Mais voilà, c'est la même enzyme qui fait les deux. Et donc là, j'ai réussi à consommer mon gradient de saccharose. Donc soit par l'invertase N, soit par l'invertase P, soit par la SUCI, soit par l'invertase A. C'est déjà pas le N là de N. Invertase N. Neutre. Parce que acide, pariétal, neutre. Injouable. Donc voilà, c'est ça la force de puits. C'est comme ça que les cellules des organes puits arrivent à puiser le saccharose du phloème. Est-ce que c'est bon? Donc là, si je résume la force de puits dans le petit schéma, j'ai une concentration de saccharose. Et là, j'ai un gros afflux de saccharose parce que les organes puits
sont capables de consommer leur gazon. C'est ça la phase de fuite. Donc ça, je l'ai fait. Bon, du coup, spoiler, je ne pourrais pas finir. Hein. Mais du coup, la prochaine fois, il n'y a pas de souci, on a 2 heures, on a le temps. Donc, avant de commencer les questions, je vais finir le cours. La partie qui reste. Mais de toute façon, même si j'aurais pas fini, c'est ça la partie la plus importante. Après, ça va être plutôt, oui, comment la plante elle va s'adapter à plus de lumière, enfin voilà, des choses comme ça. Mais la partie la plus importante, c'est ça. Ok. Donc, donc ça, j'ai envie de prendre du temps pour ça, c'est important. Je ne vais pas parler de ça. Amidon transitoire versus rémobilisation. Alors, attendez, parce que là, je sens que ça va être des trucs que je vais devoir expliquer avec du temps. Donc, soit je peux commencer à expliquer maintenant, soit on peut commencer mes tips de révision que j'avais déjà commencé à réfléchir à ça, ou non. Non. Non, il n'y a pas cette option. Sauf si tu veux partir. Tu peux partir. Et je vais utiliser mes 15 minutes. C'est précieux pour moi. Ou je vous fais la partie bio-ingénierie de la photosynthèse, la petite partie du cours en dernière, que le prof dit quelles sont les applications dans l'ingénierie, dans l'industrie, machin. On essaye d'améliorer la photosynthèse. On fait la partie bio-ingénierie. Ouais. Donc, bio-ingénierie de la photosynthèse. La photosynthèse, en gros, elle est limitée. Comme tout processus biologique, on ne peut pas aller au max du rendement. Par contre, c'est c'est l'idéal que les capitalistes espèrent. D'accord. Parce que les plantes, c'est une source d'argent. Les plantes, elles font du carburant. Les plantes, elles alimentent toute la planète. Et les plantes nous font respirer. Donc elles sont très importantes. Et en gros, le rendement de la photosynthèse, c'est-à-dire la quantité de sucre produite par la photosynthèse, elle va être limitée par certaines choses. Donc, tout ce que la photosynthèse a besoin, c'est-à-dire la lumière, le CO2, l'activité des enzymes, parce que les enzymes, elles ont une vitesse, d'accord? Pensez à enzymo, toutes les enzymes ont une Vmax. Au bout d'un moment, c'est pas possible d'aller plus vite, en gros. Sauf que du coup, la bio-ingénierie, elle cherche, financée par des gens très très riches qui veulent devenir encore plus riches, d'améliorer ce rendement et de faire qu'une plante puisse pousser beaucoup plus, donner beaucoup plus de fruits, parce que si j'ai une plante qui produit 3 fruits naturellement, si elle faisait plus de photosynthèse, elle produirait plus de sucre, et une seule plante, au lieu de produire 3 fruits, elle en produit 6. Si je multiplie 6 fruits fois tous les plants que j'ai, c'est un rendement énorme. Donc ce genre d'études d'amélioration de la photosynthèse est financé justement par des gros industriels qui veulent augmenter le rendement de la photosynthèse pour avoir plus de rendement pour eux-mêmes. Sauf qu'il y a une problématique, c'est-à-dire que la photosynthèse, elle a déjà évolué pendant des millions et des millions et des millions d'années pour arriver là. Et donc dans la nature, en fait, la photosynthèse elle est comme ça. Parce
que les plantes ont évolué, ont changé plein de paramètres pour pouvoir puiser le max de carbone, pour pouvoir produire le max de sucre possible. Et ça, en gros, ça marche pas très bien, la bioingénierie, pour essayer d'améliorer la photosynthèse. Parce que nous, on n'est pas capable d'évoluer comme elle. Donc, il existe des stratégies, par exemple, quand on parle d'amélioration de la photosynthèse, vous pensez direct à quoi? À quel processus? Les C4 et les CAM, qu'est-ce qu'elles font pour améliorer le rendement de la photosynthèse? Elles diminuent quoi? Elles réduisent la photorespiration. La photorespiration, c'est un gaspillage de carbone. Et donc en fait, dans la bioingénierie, ils se sont dit peut-être qu'on peut limiter la photorespiration dans toutes les plantes. Sachant que avec la température qui augmente dans toute la planète, et ben les C3, elles ne sont pas capables de limiter la photorespiration. Et ben, ça se trouve, au bout d'un moment, elles vont faire énormément de photorespiration. Donc qu'est-ce qu'on essaie de faire? Limiter la photorespiration en faisant quoi? Donc si j'ai le cycle de Kruger, là j'ai un petit compartiment, là qui est le Kruger. Et du coup, à côté, j'ai le pyroxyle et la mitochondrie. Pour faire le cycle de la photorespiration. Vous vous rappelez, là j'ai le phosphoglycolate. Et il fait le tour là, et arrivant à la mitochondrie, j'ai deux ici, parce que là j'en ai deux peut-être à la base, pour donner une sérine. Et c'est à cette étape-là que j'ai une perte nette de carbone, sous forme de CO2. Et donc en fait, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Modifier le cycle de la photorespiration et éviter la sortie de qui? Pas du CO2, du NH. Parce que ça aussi, ça touche le rendement. Parce que si je libère un NH3 qui est déjà dans une protéine, c'est une perte nette de quelque chose qui était déjà assimilé. Et je dois refaire des cycles. Là, et donc, glutamine plus glutamate. Le glutamate, il doit être transformé par des aminotransférases. Nanana. Donc, c'est de l'énergie dépensée. Une seule molécule, un mouvement amine qu'on perd, on a toute l'énergie qui va avec. Parce que glutamine, glutamate, pouvoir réducteur consommé par la bogate, ATP consommé par les aminotransférases. Donc c'est long à intégrer une molécule dans un état minéral, dans un état organique. Et donc en fait, on va essayer de limiter ça en empêchant la sortie du glyosylate. J'ai perdu stop. On va dire, tu vas pas vers la mitochondrie. Parce que s'il va dans la mitochondrie, il va être métabolisé en glycine, métabolisé en sérine, et donc on aura une perte nette de NH3. Et donc là, on aura forcément une perte de CO2, malheureusement, pour les ingénieurs hyper riches. On a forcément une perte de CO2 parce que si on part du principe de notre petit comptage de carbone là, le phosphoglycolate, on est à 4 carbones. Parce qu'on est à 2 phosphoglycolates.
2 plus 2, ça fait 4. Et le glycérate, il a 3 carbones. Donc, il faut absolument une perte nette. Mais, j'ai amélioré le cycle de la photorespiration. On est d'accord? Parce que même si je fais quand même de la photorespiration, je fais une photorespiration, au lieu de perdre du CO2 et du NH3, je perds que du CO2. Donc c'est une perte en moins. Et ça se fait en fait par blocage de l'enzyme responsable du transport du glucosilate vers la mitochondrie. Alors, spoiler alert, ça marche, le processus marche, mais c'est pas une mutation qui est viable. Quand je dis qu'une mutation n'est pas viable, c'est-à-dire que ça entraîne la mort cellulaire. On a des nécroses qui apparaissent dans la plante. Une fois qu'elle est mutée avec ça, on a des nécroses dans la plante. Donc, c'est pour ça que je reviens au truc de, oui, théoriquement, d'un point de vue mathématique, on l'a amélioré. Mais on ne sait pas quels sont tous les secrets de la vie, de tout. Pourquoi les plantes ont évolué comme ça? Pourquoi elles-mêmes n'ont pas supprimé ce gène? Parce que peut-être que cette perte d'azote là, elle est nécessaire. Peut-être que l'assimilation secondaire d'azote dans le mésophile dépend exclusivement du cycle de photorespiration. On ne sait pas. Donc voilà, il y a cette recherche de l'amélioration du rendement, mais pour l'instant ça marche pas. Et c'est des millions et des millions et des millions de dollars qui sont dépensés en essayant d'améliorer. Et en fait, ce qui marche le plus au niveau rendement, c'est quelque chose qui n'est pas d'essayer de muter des enzymes, etc. C'est la fertilisation. C'est comme ça qu'on arrive le mieux à améliorer la fertilisation du sol, je veux dire. C'est comme ça qu'on arrive le mieux à améliorer le rendement de la photosynthèse, parce qu'on va donner à la plante tout ce qu'elle a besoin. C'était violent. Parce qu'on va donner à la plante tout ce qu'elle a besoin. Et on avait dit que quand on donne dans le cours de la nutrition minérale, à partir du moment où on donne à la plante tout ce qu'elle a besoin, elle va avoir un pic de croissance. Et donc, ça reste naturel parce que la croissance de la plante, c'est sa propre capacité naturelle de croître, mais on est en train de moduler le paramètre de fertilisation. C'est ce que font toutes les industries de production de plantes, etc. La fertilisation à balle. Fertilisation. Et on sait que ça crée d'autres problèmes, parce que ça crée un déséquilibre dans les cycles biochimiques. Comme le prof, il aime beaucoup l'agronomie, je ne sais pas si vous l'avez vu, le prof. Ayez cette idée en tête de peut-être qu'on peut déséquilibrer les équilibres de l'azote. Par exemple, l'azote il tourne comme ça, il va dans le sol, il repart. Mais si j'en mets trop dans le sol, c'est-à-dire que j'en ai moins qui ressort, plus qui sont métabolisés par des bactéries. Si j'ai plus de bactéries dans mon sol, j'ai plus de compétition pour la fixation de l'azote. Donc essayez de faire cette petite gymnastique parce que peut-être que le prof il va vouloir jouer sur ces paramètres d'agronomie qu'il aime bien parler d'agronomie un peu. Donc voilà. Il y a d'autres pistes du coup. D'autres pistes qui sont recherchées dans cette amélioration de la photosynthèse, qui est d'essayer de transformer les plantes génétiquement, les C3 vers C4, dû à l'augmentation de la température terrestre. Si la température augmente, on essaye de transformer les C3 en C4 pour qu'elles puissent mieux croître. Sauf que C4, il y a beaucoup de gènes dans les C4 qu'il faudrait appliquer au C3. Voilà. Ok, voilà. Nickel, la bio-ingénierie, ça nous a bien rempli la journée. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Pour mon rapport de stage, j'aimerais bien intégrer une partie où vous parlez, en fait. Parce qu'on doit écrire sur... enfin bref, je vais pas vous dire pourquoi.
Mais est-ce que si je vous donne des petits papiers et que vous écrivez votre opinion, négative ou positive, de manière anonyme, est-ce que vous m'écrivez ça pour que je puisse l'intégrer dans mon rapport de stage? Oui. Nickel. On se voit la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que ça vous a aidé à comprendre. Pardon. Là, tu